Hello, aujourd'hui je te retrouve pour un bilan culturel. Les prochaines vidéos seront toujours pas dans mon studio parce que j'y suis toujours pas, je suis encore en vacances à peu près. Donc ça va se passer ici, qui est un lieu qui est un peu en travaux, donc c'est possible qu'au niveau du son ça soit pas ouf et que ça résonne un peu, mais bon, j'espère que ça va aller à peu près. Donc voilà, les prochaines vidéos ça va être un décor assez vide et en travaux. Bref, du coup je te retrouve encore pour un bilan culturel. Le mois dernier je n'en avais pas fait, j'étais occupée par mon mémoire. Donc du coup ce bilan culturel va être extrêmement long puisque je vais réunir ces 2 mois, ça va être un peu un bilan culturel de l'été. Et j'ai quand même vu des choses, et beaucoup de choses. Donc ça risque d'être assez long, je vais essayer de découper ça de façon un peu logique. Mais ouais, vraiment prends-toi quelque chose à boire ou à manger puisque ça va être assez long. Donc voilà. Donc là je vais commencer par parler des livres qui sont beaucoup liés en fait à mon mémoire. J'ai très peu lu pour ma lecture perso, mais c'était quand même des ouvrages intéressants. Évidemment, j'ai pas les livres avec moi, hein, donc je te mettrai seulement les images, mais on va commencer par un livre sur l'histoire des micelles. C'était assez intéressant à découvrir parce que c'est pas quelque chose que je connais par exemple, et qu'au niveau de l'histoire de l'art, c'est pas forcément ce qu'on a étudié pendant la licence, et j'en avais extrêmement besoin pour mon mémoire puisque Caruchet a illustré des micelles, et du coup je devais un peu voir quels étaient les enjeux d'illustrer des livres religieux comme cela. Quelles étaient les modes à son époque, par exemple? Est-ce que au 19e siècle, c'était, je sais pas, peut-être l'âge d'or des micelles, c'était le cas? Est-ce qu'il y avait des petits changements? Et aussi au niveau des pratiques sociales, c'est-à-dire que, par exemple, le micelle, il pouvait être illustré pour être donné en cadeau lors de diverses cérémonies religieuses ou pour divers événements, bref. Et du coup, c'était assez intéressant à lire. Il me semble pas que la majorité des bibliothèques aient ce bouquin, j'ai dû me le procurer un peu par moi-même. Et il était très intéressant, c'est très bien expliqué. Donc je sais pas, si tu travailles sur les micelles, peut-être que ça peut t'aider, parce qu'il me semble que c'est peut-être le seul livre qui parle de l'histoire de ces ouvrages, du moins pour l'époque qui me concerne. Là où j'ai pas plus creusé la question que ça, mais voilà. Des livres très intéressants. Ensuite, au niveau des livres, j'ai lu, évidemment je regarde par là, c'est parce qu'il me note, parce que là il y a du taf. J'ai lu des articles sur la figure de la grisette. Donc en fait la grisette globalement c'est qui, c'est quoi? C'est un type de femme qui vient plutôt d'un milieu pauvre et qui va suivre un petit peu son instinct et ses pulsions amoureuse, sans forcément prendre en compte la morale, etc. Et par exemple, peut très bien tromper un antagoniste dans un roman, par exemple. Elle s'appelle les grisettes parce que elles portent des robes grises, donc voilà. Elles peuvent travailler du coup dans le monde de la mode du 19e, donc tout ce qui va être par exemple la chapellerie, ce genre de choses, mais aussi ça peut être des blanchisseuses, etc. Le truc, c'est que c'est une figure qui va devenir un gros stéréotype en fait à l'époque, et si t'es qualifiée de grisette, c'est pas forcément un personnage rempli de vertus, et il est c'est vraiment un terme péjoratif quoi, et c'est aussi une figure qui va à l'encontre des carcans bourgeois de l'époque, donc c'est-à-dire que c'est un peu une femme libérée, quoi, et elle fait un peu ce qu'elle veut de sa vie, et elle suit son cœur, et elle suit ce qu'elle veut faire, et voilà, quoi. Sauf que bon, au 19e, ça passe pas. Donc j'ai lu des articles là-dessus qui étaient très intéressants et qui analysaient ce stéréotype, parce que, encore une fois, Caruchet a dû illustrer des ouvrages qui mettaient en scène, du coup, ce personnage chez Alfred Murger par exemple, où un de ses personnages principaux a été trompé par Musette, qui est du coup portraitée sous les traits d'une grisette, voilà, et qui du coup a trompé Gabriel, je crois, il me semble que c'était Gabriel, qui a trompé Gabriel parce que elle a trouvé un homme plus riche que lui.
Donc voilà, évidemment la grisette et Cupide, parce que voilà, on est dans le stéréotype bien. Et du coup, j'ai lu différents articles que je te mettrai en barre d'infos parce que j'ai plus les noms, qui étaient très intéressants et qui décryptaient un petit peu ce stéréotype. Et voilà. Et du coup, j'en avais besoin pour mon mémoire encore une fois. Je vais me répéter, je suis désolée. Ensuite, j'ai lu des choses sur l'histoire des pratiques sexuelles au sein des maisons closes. Alors, tu l'auras compris, je passe d'un sujet à l'autre dans mon mémoire à une vitesse folle. Là, je devais en apprendre un peu plus parce que Kaosha fait des planches érotiques qui mettent en scène des scènes de flagellation. Et du coup, j'ai dû un peu me renseigner sur les mœurs au 19e siècle, sur la sexualité du 19e, 20e, sur l'histoire des maisons closes, etc. Donc, ça m'a apporté pas mal d'infos justement pour mon sujet, puisque c'était des pratiques qui étaient exclusivement réservées aux maisons closes et voilà, monsieur et madame bourgeois n'avaient pas ce genre de pratique et du coup voilà, c'était aussi très intéressant de pouvoir décrypter des ouvrages que Kaosha a pu illustrer. Voilà, donc oui, je passe vraiment du coq à l'âne dans mon mémoire, mais ma foi, j'ai découvert plein de sujets et c'est très intéressant. Ensuite, évidemment, j'ai dû lire, mais en vrai, je les ai lus depuis un moment, mais j'ai dû relire, du coup, les ouvrages qu'a illustré Karuché. Donc, t'as la légende de sœur Béatrix, de Charles Nodier, qui raconte l'histoire d'une sœur dans un couvent qui est totalement dédiée à la Vierge Marie et qui ne s'en détourne pas. Voilà, elle fait son rôle de sœur. Et un jour, il y a un jeune seigneur qui s'est fait un petit peu détruire par des brigands. Et du coup, il est à moitié mourant à côté du couvent. Donc bien entendu, les sœurs vont le ramener, le soigner, etc. Et Béatrix va se rendre compte que c'est son ami d'enfance avec lequel elle avait promis de se marier, blablabla. Bla, 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 bla. Et du coup, il va réussir à la dissuader de vénérer que la Vierge et de venir avec lui, de l'épouser, et voilà, donc elle va mener un peu une vie de débauche après avoir renié la Vierge, sauf que il n'y a que la Vierge qui peut lui apporter l'amour éternel, puisque, je ne sais plus, je crois qu'il s'appelle Raymond. Raymond, à un moment, il va plus l'aimer, donc il va un peu la jeter. J'adore mes résumés, mais bon, on fait succinct. Il va la jeter et elle va errer de ville en ville et elle va, comme par miracle, finir son errance devant son ancien couvent où une sœur va l'accueillir et où elle va pouvoir se repentir face à la Vierge qui lui apportera l'amour éternel. Voilà, globalement c'est ça l'histoire. C'est assez simple à lire et ça se lit vite, genre c'est vraiment pas long, et moi je t'avoue que comme j'avais les illustrations de Karuché, c'était plus plaisant à lire que si j'avais uniquement le texte brut. Y a pas de version numérisée de la version de Karuché sur Gallica, mais tu peux trouver le conte sur Gallica en numérisé si tu veux aller lire ça. Et sinon, j'ai aussi lu Voyage autour de Voyage autour de sa chambre d'Octave Uzanne, toujours illustré par Karuché. Donc là, ça raconte un amour de jeunesse qui n'a jamais pu continuer puisque la jeune femme est morte très jeune, et en fait, c'est un récit un peu autobiographique de l'auteur où en fait, il raconte un petit peu son amour de jeunesse. Donc voilà, c'est très 19e au niveau de l'écriture. J'ai pas fait d'études de lettres, donc vraiment j'ai aucun adjectif pour décrire ce genre d'œuvre. Et j'ai pas une connaissance hyper aboutie en littérature, donc je t'avoue que là, au niveau de la description, on va rester sur des termes très très simples et très imagés peut-être. Bref, et du coup, voilà. Encore une fois, comme il y a les illustrations de Karuché, c'est une lecture plus ludique. Vraiment, j'ai l'impression d'être un enfant quand je lis, il me faut les petites images de Karuché, et là, forcément, le texte, ça passe mieux. Mais voilà, pareil, il n'y a pas du tout de version numérisée, il me semble, de cet ouvrage sur Gallica. Et ouais, il me semble que là, par contre, même une version sans les illustrations, je crois qu'il n'y en a pas de numérisée. Mais tu peux peut-être trouver ça sur Internet, il doit avoir l'histoire au complet en quelque part. Mais voilà, après, évidemment, j'ai lu d'autres ouvrages que j'ai pas forcément parlé dans les autres bilans culturels. Donc... j'allais dire, je pourrais te faire une liste dans la barre d'infos des ouvrages illustrés par Karuché, mais comme il y en a beaucoup, je sais pas vraiment si ça t'intéresse, donc
bon, si tu veux lire des ouvrages illustrés par Karrueche, tu me le dis en commentaire et je te donnerai les titres. Mais voilà, du coup, c'était un peu ceux sur lesquels j'ai vraiment taffé ces derniers mois, puisque j'attaquais ma dernière partie et que voilà, j'ai rendu mon mémoire. Bref. Et ensuite, rien à voir, j'ai lu Art Nouveau Ornement, qui est un recueil d'ornements Art Nouveau. Waouh! Il y a vraiment aucun texte, il y a juste un avant-propos pour t'expliquer l'importance de l'ornement dans l'Art Nouveau, et c'est tout. Et en fait, c'est un ouvrage qui m'a été hyper utile pour, déjà, de 1, parce que extraordinairement, il y a une planche d'ornement qui appartenait à Karrueche, chose que je n'ai jamais trouvée dans aucun livre. En gros, dans la littérature moderne d'aujourd'hui, personne ne parle de Karrueche, ou en parle juste parce que c'est une analyse littéraire qui parle d'un livre et juste parle de l'édition illustrée par Karrueche, mais en gros, il y a juste marqué illustré par Karrueche et ça va pas plus loin, ça développe pas du tout sur les illustrations et ça reste vraiment concentré uniquement sur le texte. Donc du coup, ça m'a fait hyper plaisir de trouver une planche à la bibliothèque, je peux te dire que petit saut de joie quand j'ai lu ça, mais du coup, ouais, c'était assez intéressant pour pouvoir le comparer en fait à d'autres artistes Art Nouveau et voir justement ses spécificités et ce que je trouvais de spécial chez lui, qu'il n'y avait pas forcément chez d'autres, notamment sa manie de dépasser toujours du cadre, par exemple, qui est imposée à l'illustration quand on illustre un texte. Donc du coup voilà, ça c'était plutôt cool. Après je te le recommande pas, sauf si tu travailles sur les ornements à nouveau, parce qu'il y avait vraiment pas de texte et il y a vraiment pas d'explication, c'est vraiment juste un recueil d'images qui est divisé en différentes parties, en différents thèmes, donc genre la nature, la femme, la mythologie, le paysage, je crois qu'il y a plein d'autres choses, j'ai oublié. Voilà, mais pour moi c'était intéressant d'avoir cet ouvrage. Et enfin, j'ai lu un article d'Elisabeth Sorel, qui est une artiste Art Nouveau, waouh, encore une fois, qui a aussi pris beaucoup qui a aussi comme ressource l'art des prix Raphaëlites, bref, et je sais plus pourquoi, ah oui, parce qu'elle avait illustré pas mal de micelles, donc je voulais voir aussi comment elle s'était débrouillée, vu qu'elle était à peu près à la même époque de Karrueche, donc je voulais voir un petit peu sur comment elle faisait pour elle illustrer ses micelles et tout, et aussi il y avait une petite partie sur les femmes dans son art et c'était super intéressant. C'est un article qui doit être, il faut que je le retrouve, ça fait vraiment, c'était le mois dernier, et donc je t'avoue que là j'ai plus trop, je sais plus du tout, mais il doit être accessible. Donc, je pense qu'il est en libre accès et c'était hyper intéressant, surtout que être une femme artiste au 19e siècle, c'est vraiment pas anodin et il faut quand même avoir une grosse force de caractère pour pouvoir en faire son métier à cette époque du moins, où par exemple les ateliers sont pas ouverts aux femmes par exemple et qu'on les juge moins bonnes pour faire des œuvres et que elle, tout ce qu'elle peut faire c'est juste de la peinture mais pour un loisir et pas du tout en faire un métier. Donc voilà, bon, c'est des questions qui m'intéressent et c'est hyper intéressant à découvrir ça. Peut-être que t'as au niveau de femmes peintres au 19e, enfin plus artiste de genre féminin d'ailleurs, ce serait plus correct de dire ça. Tu dois connaître peut-être Berthe Morisot qui a eu une expo il y a pas longtemps, l'année dernière à Orsay. Peut-être que voilà, c'est peut-être la première fois que tu avais pu entendre parler de femmes artistes d'artistes de genre féminin au 19e siècle. Peut-être que voilà, c'est la première fois que tu entendais parler de ce genre de personnage. Et voilà, et, du coup c'est un article très intéressant que je te recommande si tu t'intéresses un peu à l'art, etc. Et il y a les illustrations il y a les œuvres de Sorel qui sont intégrées directement dans l'article, donc c'est plutôt sympa de pouvoir voir tout ça. Ensuite, il me semble que c'est tout ce que j'ai lu au niveau des articles et des livres. Si évidemment j'ai oublié des articles, je te les mettrai en barre d'infos, et cette fois je n'oublierai pas de le faire, parce qu'à chaque fois je le dis et je le fais pas. Donc là je vais vraiment essayer de te les retrouver, donc j'ai plus de temps. Donc voilà.
Ensuite, on va parler, j'essaye de voir un petit peu par quoi je commence. On va parler de podcast parce que ça va aller assez vite. Donc en ce moment, j'écoute les podcasts de l'INHA qui viennent tout juste de débuter. Donc l'INHA, c'est l'Institut National d'Histoire de l'Art. C'est là en fait où j'ai mes cours. Et bref, oui. Donc je dépends entre guillemets de cet institut. Enfin, en tout cas, c'est devenu mon lieu d'établissement maintenant. Et ils ont lancé un nouveau podcast parce que c'est un institut de recherche, donc forcément voilà, qui va parler de différents sujets au sein de l'art, du monde de l'art. Par exemple, tu vas avoir des podcasts sur le marché de l'art en temps de guerre, notamment la Seconde, les questionnements qu'ont les chercheurs par rapport aux objets d'art africains, sur comment déterminer correctement leur provenance, leur origine, etc. Surtout que la plupart ont été pillés, hein, on va se le cacher, donc c'est des questions assez complexes pour pouvoir déterminer d'où venaient ces objets, surtout que les colons ont parfois modifié certains éléments et n'ont pas forcément spécifié qu'ils avaient un petit peu beaucoup volé, hein, par exemple. Donc c'est vraiment tout un travail de recherche pour essayer de rétablir le parcours de ces œuvres et de leur rendre leur histoire aussi, donc ça c'était hyper intéressant. Donc voilà, ça je te conseille vraiment si les questions autour du monde de l'art et de la recherche dans l'histoire de l'art t'intéressent, ça peut être sympa, surtout que voilà, c'est des épisodes pas très longs, il me semble, enfin, en tout cas moi ça passe vite dans mes oreilles. Et en plus de ça, c'est toujours ça aborde vraiment plein de sujets. Pour l'instant, c'est que le début, donc je pense que il va y avoir plein de choses qui vont arriver et qui seront très intéressantes. Et ensuite, le deuxième podcast qui vient aussi de commencer, c'est Nos Avenirs, qui va interroger des personnes de mon âge, par exemple, des étudiants sur leur parcours, sur leurs difficultés, leur devenir, sur en fait ce passage entre l'âge ado et l'âge adulte, sur ce que tu vis quand t'es étudiant, les difficultés que tu as, les doutes, les réorientations, les peurs, ce genre de choses. Et du coup, c'est hyper intéressant. Forcément, moi, je m'identifie vu que je suis en plein dedans et que j'ai généralement à peu près l'âge des personnes qui sont interviewées. Donc, forcément, voilà. Et je trouve ça hyper intéressant de découvrir les parcours des autres et de s'enrichir aussi de leur parcours. Je trouve ça hyper intéressant. Donc je te conseille, si tu cherches des podcasts à écouter, c'est plutôt sympa. Ensuite, on va parler d'émissions. Le mois dernier, enfin non, il y a 2 mois du coup, j'avais oublié de te parler j'ai marqué La Grande Bataille des Fleurs. Donc j'ai pas marqué le titre en anglais qui va apparaître, voilà, qui est un concours de composition florale, si on veut, mais pas genre juste composition florale, tu fais un bouquet. Non. Ils font des putains de structures de végétation, fleurs, etc. Moi, j'aime bien les plantes. Donc, j'aime bien les plantes, j'aime bien le jardinage et tout. Donc forcément, moi, je sais pas pourquoi je saute là comme ça, mais du coup, forcément, moi, c'est des trucs qui m'intéressent. Évidemment, c'est un programme britannique, donc vraiment, parfois ça peut être un peu kitsch, mais franchement ça passe. Il y a des créations de ouf et c'est vraiment feel good aussi comme émission, c'est vraiment sympa à regarder. J'ai amélioré mon vocabulaire floral et végétal en anglais en apprenant les noms de certaines plantes. Enfin, c'est hyper intéressant à voir aussi comment sont fabriquées ces structures et tout. Donc moi je te recommande, j'ai vraiment bien aimé ce concours, tu vois, c'était sympa à regarder. Ensuite, on a Street Dance of China qui a repris, c'est la saison 3, donc c'est une compétition de street dance en Chine. Et en plus, cette année, il y a des Français que je ne connaissais absolument pas. Et franchement, ils gèrent. Genre Boubou, par exemple, il gère de ouf. Du coup, moi, même si je danse comme un pied, voilà, c'est des choses que j'aime regarder, les compétitions de danse, etc. Juste, faut s'habituer au montage chinois, c'est pas comme à la télé française. Ça ressemble beaucoup, si t'as l'habitude de regarder des émissions coréennes,
Ça y ressemble pas mal dans le format, on va dire. Ce qui me saoule un peu, c'est que parfois il y a beaucoup de blabla, ou il y a des épisodes où en fait ils vont pas nécessairement danser, et ça va être beaucoup de blabla, de la sélection d'équipes, ce genre de choses, et ça me saoule, donc je passe ces moments et je vais regarder les battles de danse, tu vois, parce que j'en ai un peu rien à faire, quoi, parfois des blabla qui racontent et tout, enfin, ça apporte pas grand chose, mais en soi, si tu coupes, voilà, ces passages un peu longs, c'est hyper intéressant de voir aussi les différents types de danse, parce qu'il y a pas, voilà, il y a quand même, il y a plein de types de danse, donc c'est super intéressant de voir tout ça. Et ce qui est petit point bonus aussi, c'est que quand un candidat fait certaines figures, certaines poses, certaines choses, il y a le nom des figures qui est affiché, donc ça c'est plutôt cool, tu vois, si tu connais absolument rien en danse. Moi par exemple, d'avoir le nom et tout, c'est assez cool, voilà. Ensuite, j'ai regardé Glow Up la saison 2, qui est un concours de make-up artiste. Je suis très contente de la personne qui a gagné cette année, puisque c'était mon chouchou, ma chouchoute, comme ça je ne te spoile rien. Donc j'avais déjà parlé de la saison 1, il me semble dans un autre bilan culturel. Donc moi je te conseille, j'ai bien aimé regarder ça. Bon, comme tu peux le voir, je n'y connais rien en maquillage, hein. Du moins, enfin si, j'ai les bases, c'est juste je sais pas techniquement faire tout ça, mais voilà, c'est hyper intéressant et c'est hyper cool aussi de voir la créativité de certains candidats. Donc voilà, je te recommande si tu veux voir ça aussi. Il y a eu une nouvelle saison d'une émission dans un milieu carcéral que je regarde, que j'ai oublié, dont j'ai oublié le nom. Et que je regarde en plus à chaque fois. Donc en fait c'est un Britannique qui va voir à l'intérieur des pires prisons du monde. Donc c'est... Voilà, je pense qu'il y a quand même un peu de... Parce qu'en gros, logiquement, il est censé passer la nuit là-bas. Je suis pas sûre qu'il passe la nuit là-bas, surtout dans certaines prisons où... Oh, bah t'as plein de risques, quoi. Donc je suis pas sûre qu'il passe ses nuits là-bas. Je pense que déjà quand il y va, c'est extrêmement sécurisé. Pas forcément par la prison, parce qu'il y a certaines prisons qui manquent un petit peu de moyens, voilà. Mais par le staff, etc. Et la boîte de prod, je pense, qui sécurise extrêmement ses allées et venues dans ce genre de prison. Mais c'est assez intéressant de voir les différents types de prisons, parce que nous on connaît voilà, la prison derrière les barreaux, basta, et de voir aussi les difficultés que peuvent rencontrer certains pays en fonction des politiques des différents pays, en fonction des moyens aussi de ces différents pays, en fonction de plein de choses. Donc c'est toujours assez intéressant de voir ça. Après parfois il y a un peu de pathos où je suis un peu là en mode j'aime pas quand il y a du pathos, mais voilà, hein, c'est la ligne édito de l'émission, on va dire. Et bon, parfois il y a un peu de pathos où je suis un peu là en mode ok, j'aime pas quand il y a du pathos, j'aime pas. Bref, c'est un goût personnel, mais voilà, c'est quand même une émission que je regarde à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison qui sort. Donc voilà, si tu t'intéresses aussi aux émissions dans le milieu carcéral, tu peux aller voir ça. Ensuite, on va parler de documentaires. Donc, en général, les documentaires Arte, je te les conseille. Je trouve qu'ils sont toujours bien faits, bien montés et qui sont un peu sous-cotés. Donc, faut aller les voir, c'est vraiment pas mal. Et là, j'avais vu un documentaire sur le marché aux poissons de Tokyo, puisque, du coup, je sais pas si t'es au courant, mais l'ancien marché aux poissons de Tokyo, c'était vraiment un marché aux poissons qui était là depuis des années, si ce n'est des siècles, je t'avoue, là j'ai plus les infos. Mais voilà, c'était vraiment le marché aux poissons qui était là depuis toujours et que j'ai eu la chance aussi de visiter quand il était encore là. Et en fait, avec les JO, etc., le gouvernement a décidé, enfin la ville de Tokyo a décidé de déplacer ce marché aux poissons et d'en faire un nouveau, notamment aussi pour mieux respecter des règles d'hygiène, etc. Donc en fait, le documentaire suivait ces différents vendeurs changer de lieu et quitter quand même un lieu assez ancestral, quoi, et qui était
visité par les touristes du monde entier, par exemple, tu vois, et qui était vraiment ouais, un lieu ancestral, quoi, et qui maintenant est devenu un marché aux poissons beaucoup plus moderne, etc. Et donc tu vois les vendeurs ranger leur étalage, ranger leur boutique, ranger leur stand, et devoir effectuer tous ces déménagements. Et ils t'expliquent aussi leur ressenti par rapport à ça et les points positifs et négatifs de ce changement. Donc moi je trouvais ça hyper intéressant, surtout que comme j'ai visité ce marché, ça m'a fait bizarre de le voir aussi le voir se vider pour laisser place à autre chose. Ça m'a fait un peu bizarre, j'étais en mode donc je le verrai plus jamais. Super, voilà. Donc ouais, c'était un documentaire hyper intéressant, et de pouvoir suivre justement les marchands et tout, c'était vraiment très intéressant à voir. Donc je te conseille si ça t'intéresse. Ensuite, ah oui, sur Netflix, j'ai vu Team USA, scandale dans le monde de la gymnastique, qui va te parler en fait de l'affaire Larry Nassar, qui est en fait était le médecin de l'équipe des États-Unis de gym, sauf que ce monde est fantastique, et ouais, du coup ça va parler de violence sexuelle, d'abus de pouvoir, d'abus de confiance, ce genre de choses. Donc si c'est des sujets trop sensibles pour toi, je ne te conseille pas, bien évidemment. Et ça va être tout le mouvement de ces gymnastes qui vont parler contre cet homme, et qui vont en fait témoigner et se lever contre lui. Et il y a eu toute une affaire en fait, du coup, forcément. Et ça revient, et le documentaire revient là-dessus, et revient sur comment tout ça s'est passé, et sur comment et du coup tu vas avoir le témoignage d'anciens gymnastes qui vont te parler de ce qu'elles ont vécu. Donc c'est assez dur comme documentaire de les entendre parler de ce qu'elles ont vécu pendant des années, de ce qu'elles ont parfois jamais osé dire quand elles étaient encore dans l'équipe, ce genre de choses, et de toute la pression aussi qu'on leur a mis là-dessus, et aussi sur tout le derrière de l'affaire, où en fait il y avait plein de personnes qui étaient au courant et qui ne faisaient rien pour aider ces jeunes filles. Donc voilà. Du coup voilà, c'était un bon documentaire. Évidemment, c'est des sujets qui sont beaucoup trop sensibles, qui te trigger, regarde pas, parce que voilà, c'est quand même le cœur de l'affaire, donc je te conseillerais pas si t'es sensible à ce genre de sujet. Et ensuite, j'ai regardé le documentaire Identité trans au-delà de l'image, qui revient sur la représentation des personnes transgenres dans le cinéma, mais plus généralement en fait à Hollywood. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça aussi, c'est des sujets qui m'intéressent. Et voilà, c'était hyper intéressant d'entendre tout ça, et d'en apprendre plus sur ce sujet, puisqu'évidemment la représentation et d'ailleurs la représentation transgenre se mêlait avec d'autres types de représentations, et c'était voilà, hyper intéressant de regarder ça. Donc voilà, si c'est des sujets qui t'intéressent, je te conseille aussi de voir ça.